C'est tout à fait normal qu'un journal progressiste comme l'Humanité consacre de plus en plus de place dans ses colonnes, de plus en plus d'activités comme ces matinales de l'économie sociale et solidaire, pour rencontrer les acteurs de ces mouvements coopératifs, associatifs ou mutualistes. Et nous revenons, j'allais dire, aux racines du journal et à sa fondation par Jean Jaurès, qui fut un des fondateurs et un des moteurs de la création de la Verrerie ouvrière d'Albi, qui a longtemps été la plus grande coopérative française. Aujourd'hui, on va parler de la reprise des entreprises en scope, qui est un thème à la fois d'importance et d'actualité. Enfin, on est passé par la voie la plus difficile, nous, en fait, hein, c'est la face nord de l'Everest, puisque en fait, on avait très peu de temps, en fait, pour arriver effectivement à monter ce projet. Je pense qu'il y a 3 ingrédients, en fait, donc à une reprise. Ils sont globalement assez simples. C'est un projet d'entreprise, c'est-à-dire si jamais l'entreprise, elle n'a pas sa place, elle n'a pas le produit, elle n'a pas un service, elle n'a pas quelque chose, de toute façon ça ne sert à rien, c'est mort, je dirais c'est les règles habituelles. Deuxièmement, une équipe, c'est-à-dire que si on n'arrive pas effectivement à fédérer l'ensemble des salariés sur ce projet d'entreprise, ou tout du moins si tout le monde ne se retrouve pas dans ce projet d'entreprise, et c'est pareil, ça n'a aucune chance de fonctionner. Et le troisième élément, qui n'est pas des moindres, c'est le financement. C'est-à-dire que sans argent, on ne fait rien. C'est-à-dire que on sait bien que reprendre une entreprise amène une problématique de fond qui est tout simplement le besoin en fonds de roulement de cette entreprise. Et si jamais on ne dimensionne pas, si jamais on n'a pas les fonds suffisants, et en fait, même si l'entreprise elle est belle, que le projet d'entreprise est beau et fonctionne, et même si on a les hommes, on n'ira pas bien loin en fait. Reprotechnic, en fait, c'est une société qui est spécialisée en fait dans l'impression numérique, la reprographie, d'accord. Donc moi j'ai pour habitude de dire qu'on est plus une société de service que de production industrielle. La différence entre l'imprimerie et puis l'impression numérique, c'est effectivement beaucoup de services, beaucoup donc un côté immédiat, je dirais. Et puis par contre des coûts de production qui sont malgré tout assez élevés, donc pas de frais de mise en œuvre, mais par contre des coûts de production assez élevés. L'imprimerie, c'est des frais de mise en œuvre et puis des coûts de production assez faibles en fait. Donc notre métier, c'est vraiment plus un métier de service qu'un métier de production industrielle. Donc ça a un avantage quand même certain, c'est que ça nous permet de ne pas être touché par cette notion, par toutes les délocalisations, etc. Parce que tout simplement, notre fonds de commerce, c'est la vitesse, et que du coup, on gagne du temps par rapport à l'avion, etc. Même des livraisons d'avion n'arrivent pas à être aussi rapides que nous. N'est-ce pas? Je pense que donc voilà. Comment? Je suis client. Oui. Donc on imprime en petit format, en grand format, en noir et blanc, en couleur, avec les finitions associées. Donc c'est vraiment du métier de service, de sur-mesure, etc. pour tous vos besoins au sens large du terme, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, que ce soit du plan, que ce soit des affiches, que ce soit des rapports financiers, des rapports RH, des publicités, des flyers, etc., etc., etc. Donc voilà pour le métier. Donc pour revenir en fait, donc effectivement, on avait donc effectivement une entreprise qui était viable, qui gagnait pas des milliers et des cents, mais qui était viable et qui était surtout, qui avait des difficultés parce qu'elle a été étranglée par une guerre d'actionnaires et puis effectivement des dettes qui avaient été générées par le passé en fait. Donc on s'est retrouvé en fait au tribunal avec une situation où finalement, au moment où on commençait, je dirais, à retrouver un petit peu de vigueur, c'est-à-dire à être positif, on s'est retrouvé au tribunal au plus mauvais moment, quoi, je dirais. Donc on avait 2 problèmes à l'époque, qui étaient effectivement donc, cette dette et cette guerre d'actionnaires. L'avantage de se retrouver au tribunal, c'est que les 2 problèmes étaient résolus. C'est-à-dire qu'en fait, les actionnaires, ils avaient disparu, donc ça c'était une bonne chose. Et puis donc la dette, malheureusement pour les créanciers, en tous les cas, elle s'est retrouvée annulée. En fait. Donc la question elle s'est posée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait finalement.
Donc ça a été un gros travail, donc c'était la première étape, c'est de se dire, est-ce que par rapport à ce projet d'entreprise, par rapport à ce fonds de commerce, ces clients qui semblent attachés effectivement à l'entreprise, est-ce que ça a du sens de reconstruire une entreprise sur cette base? Donc ça a été le premier travail qu'on a fait, donc avec effectivement des consultations qui ont amené l'ensemble des différents services de l'entreprise à être représentés au travers de réunions où finalement on a reconstruit l'entreprise à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme base client et quelle structure il faut pour pouvoir répondre à cette base client et donc effectivement imaginer un avenir pérenne, je dirais, pour l'entreprise. Donc ça a été effectivement la première étape. Une fois qu'on a construit effectivement ce projet, donc on a déterminé un nombre une structure, donc que ce soit en termes d'outils, d'équipements, d'agences, etc. Et puis bien entendu des hommes, parce que pour faire tourner les outils, il faut des hommes. Donc assez naturellement, on s'est retrouvé avec 3 grandes catégories, des gens qui étaient vraiment enthousiastes, qui avaient vraiment envie d'y aller, donc à tous les niveaux. On retrouvait aussi des ouvriers, que des cadres, etc., qui étaient vraiment enthousiastes. On a retrouvé une frange que j'appellerais la frange flottante, c'est-à-dire les gens qui changent d'avis. Vous tournez les talons et hop, ils ont changé d'avis. Ils sont pour, ils sont contre, ils ne savent pas, etc. Et puis vous avez les gens qui sont contre. Donc les gens qui sont contre, nous on a eu une chance, et c'est l'une des difficultés d'ailleurs, je pense, dans les reprises d'entreprise, c'est que justement ces gens qui sont contre ne soient pas nuisibles à la reprise. Donc on a eu cette chance-là, c'est-à-dire qu'on est tombé sur des gens qui ne s'inscrivaient pas dans le projet, mais qui malgré tout n'avaient pas une attitude négative par rapport au projet. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que ça peut détruire, on sait bien que c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Donc ça, on a eu cette chance-là, donc ça c'était important. Pour les flottants, je dirais que ça a été un gros combat, donc effectivement, beaucoup de discussions à tous les niveaux, avec l'ensemble des relais, des gens qui étaient positifs, qui effectivement essayaient de voir avec les uns les autres quelles étaient leurs positions, quels étaient leurs projets, essayer de faire comprendre que c'est pas parce qu'on était dans des difficultés, il y avait peut-être une alternative positive. De toute façon, la suite, elle était soit un démantèlement de l'entreprise, c'est-à-dire une vente au niveau du tribunal, soit effectivement un projet de reprise qui était peut-être un petit peu plus pérenne dans le temps, c'est-à-dire qu'on arrivait à conserver la structure. Oui. Ça concernait combien de salariés? Alors, quand on a eu les difficultés, en fait, il y avait 115 personnes dans les livres. Alors, je dis bien dans les livres parce qu'il y avait 10 personnes qui étaient comme toute vieille entreprise, il y a toujours des gens qui sont en longue maladie, qui sont présents, etc. Donc, en fait, il y avait 105 postes opérationnels. On est reparti à 66, ce qui fait quand même effectivement un delta assez important. Bon, il y a eu des options choisies, notamment je pense par exemple à l'époque on avait un service course qui était internalisé, on a préféré l'externaliser parce que pour coller aux besoins et pas avoir effectivement de charges trop importantes, tout du moins ne pas être obligé à investir dans les véhicules, c'est tout bête. Mais je pense qu'on n'avait pas l'argent pour le faire, etc. Il y a un certain nombre d'options. Donc malheureusement, c'est comme ça. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de gens aussi qui souhaitaient partir en retraite, tout simplement, qui étaient proches de la retraite, etc. Donc ça n'a pas été non plus uniquement des suppressions. Dans le même temps, il a fallu qu'on trouve le troisième ingrédient qui était effectivement l'argent. Et c'est pas le moindre. Et je pense que c'est peut-être le plus compliqué. Alors, honnêtement, nous, on avait un challenge qui était assez important, puisque en fait, on avait 2 mois et demi, puisque entre le moment où on se retrouve au tribunal et le moment où le tribunal statue, il se passe 2 mois et demi. De toute façon, c'est 3 mois maximum. Donc là, en l'occurrence, c'était 2 mois et demi. 2 mois et demi, durant lesquels vous devez effectivement trouver les financements, et que vous devez trouver également
les accords de financement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des gens qui disent oui, je vais mettre l'argent. Donc on avait 1 million d'euros à trouver en 2 mois et demi, en sachant que personne n'avait de fortune personnelle. Donc c'est un peu compliqué. Donc bon, on a été beaucoup aidé et accompagné par l'URSSCOP là-dessus, et il faut reconnaître qu'à l'époque, donc Sylvie Noury, qui était sur son dossier de départ, puisque depuis elle a quitté l'URSSCOP, a fait preuve d'un dynamisme certain. Bon, elle a commencé tout à fait au départ, pour être très honnête, à tout faire pour qu'on n'y aille pas, pour tester simplement effectivement notre motivation. Et puis une fois qu'elle a été convaincue effectivement par le projet, on a commencé à constituer le millefeuille, parce que le million d'euros en fait c'est un millefeuille en fait, qu'on a constitué, avec donc un premier bloc qui est l'apport salarié, puisque bon, la base, une SCOP, c'est d'abord des salariés qui apportent de l'argent. Bon, sachant qu'il n'y avait personne qui avait de fortune personnelle, on a trouvé auprès des uns et des autres des sommes qui démarraient pour les plus petits à 500 €, et pour certains qui ont été jusqu'à quelques milliers d'euros. Enfin, le plus gros doit être à 10 000 € en fait. Donc vous voyez que c'est pas énorme en fait. Donc on a constitué effectivement ce premier bloc qui était de 73 500 € pour être très précis là-dessus. On a mis à contribution après donc un deuxième volet qui était donc les prêts d'honneur de la région Île-de-France. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant, puisque ça permet quand même d'avoir des financements sans forcément de garantie derrière. Donc on a donc levé un complément de 250 000 € environ, puisque en fait le total du capital en fait salarié, quand j'inclus le prêt d'honneur plus les apports, c'est 323 800 € précisément. En fait, je vous laisserai faire le calcul, j'ai plus le chiffre exact en tête. Donc on a trouvé un tiers de la somme, je dirais, au travers des salariés. Et il restait 2 tiers à trouver. Donc l'URSSCOP, c'est là-dessus que l'URSSCOP nous a beaucoup aidé, parce que finalement, quelque part, au travers de la crédibilité financière qu'elle a, et premièrement de ses propres outils, de ses propres appareils, et puis après derrière, au travers des partenaires financiers avec lesquels elle a l'habitude de travailler, en fait, on a réussi à constituer effectivement donc le complément. Donc on a eu comme ça 400 000 €. 400 000 € qui sont venus effectivement des différents. Donc il y a Socoden donc pour l'appareil financier, l'outil financier des SCOP. Il y a donc Haute-Seine Initiative et France Active donc à hauteur de 100 000 €, et on a eu le Crédit Coopératif qui nous a accompagnés sans garantie. Donc il y a des banques qui font leur métier, qui prennent des risques, donc à hauteur de 200 000 €. Donc voilà, et donc après il y a eu un troisième volet donc avec la préfecture qui a pour la première fois, je dirais, donc utilisé les fonds de revitalisation pour finalement maintenir de l'emploi. Avant, la démarche était un peu surprenante, c'est-à-dire le fonds de revitalisation avait l'interdiction de financer une reprise, c'est-à-dire que finalement on attendait que les emplois meurent pour pouvoir les recréer. Donc en fait la démarche qui a eu lieu sur notre dossier, c'était la première fois, je crois, Émilie, c'était la première fois. Donc la préfecture du 92 a eu l'intelligence effectivement de nous apporter 170 000 €. Donc ce qui n'est pas rien, et ce qui a fait le complément. Bon, après il y a le Conseil général du 92 qui a aussi mis 73 500 € également. Donc voilà un petit peu pour le tour de table financier. Donc ça nous a permis effectivement de redémarrer dans de bonnes conditions. C'était des prêts ou c'était des apports Alors le fonds de revitalisation, c'est les apports. Le fonds de revitalisation, c'est un apport. Le Conseil général, c'est le projet, c'est l'appel à projet ESS, donc qui a lieu tous les ans. Donc c'est pareil, ce sont des apports. Après tout le reste, ce sont des prêts. Tout le reste, ce sont des prêts. Donc voilà, on a réussi effectivement à avoir les 3 ingrédients. Donc en 2 mois et demi,
bon, après, si jamais je fais un petit historique après sur la suite, j'aurais tendance à diviser ça en deux grandes parties. Il y a une première partie qui est l'euphorie de la reprise. Il y a effectivement la dynamique dans laquelle on est, etc. Donc où finalement, bon, on est dans un monde où on est un petit peu euphorique. Hein, c'est-à-dire, ça paraît facile, etc. Enfin, voilà. Les clients sont super solidaires, ils nous aident, etc. Ils sont prêts à vous passer des commandes, même pour vous aider en fait. Donc ça c'était plutôt positif. Et puis après bah, il y a assez rapidement, au bout de 6 mois, je dirais, il y a la vraie vie qui commence. Hein, parce que bon, bah, on a une entreprise, si jamais elle n'apporte pas de service, de toute façon, elle est morte. Donc là aujourd'hui, bah, bon, la phase de redémarrage s'est plutôt bien passée. Il y a un élément clé, je pense, dans la phase de redémarrage qui a été effectivement qu'on avait des finances suffisantes pour pouvoir assumer le BFR. Parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense que ça aurait été très compliqué. Une reprise à la barre, il y a toujours des gens qui payent, vos clients qui payent au mauvais endroit, vous avez des fournisseurs qui vous accordent 0 ligne de crédit, etc., etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc on a eu la chance de passer au travers de cette difficulté. Et puis bon, bah, là depuis, bah, je dirais la vraie vie a commencé. Donc là ces derniers temps on a beaucoup travaillé effectivement sur le projet d'entreprise à moyen terme, à long terme, sur ce qu'on voulait en faire, sur où on voulait aller, etc., etc. Donc ça c'est un travail bah, quotidien bah, qu'on va continuer dans les jours et dans les années qui viennent, quoi. Voilà un petit peu pour l'histoire. Je ne sais pas si j'ai été complet. Excusez-moi, c'était un peu long. Ah non, non, pas trop long. Non, parce que c'est vrai que la notion de reprise, c'est des choses tout à fait concrètes. C'est une alchimie assez rare entre le marché, les hommes, le marché et les finances. Et c'est souvent... on a vécu des temps où il y avait des reprises volontaristes sans prise de conscience de tout. On en a vécu oui, c'est ça. On en a vécu quelques-unes sur commande externe. Donc c'est bien un bon panorama de ce qui se fait. Alors François, on va revenir sur des questions qui me tiennent à cœur, mais qui tiendront à cœur à nos amis. François, quelle dynamique globale est-ce que, bon, il y a quelques années, le nombre de scopes de sociétés coopératives ouvrières de production, comme ça s'appelait encore à l'époque, était dérisoire. Maintenant, il y a des dynamiques de création et de reprise. Comment peut-on apprécier ce mouvement? Et est-ce qu'on est dans les belles histoires de l'oncle Paul, ou est-ce qu'on est véritablement dans un mouvement profond? Alors, si c'est pour faire une analyse crédible, je ne répondrai pas à ta question par l'un ou l'autre. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. C'est à la fois des belles histoires et des beaux rêves, et à la fois... et donc, on est sûr de rien, et à la fois, je pense qu'il y a un mouvement en profondeur. Mais cela dit, statistiquement, il reste encore faible à l'échelle des besoins sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sociopolitique, sur le plan, etc., de la volonté d'une alternative. Donc c'est encore minoritaire. C'est vrai, c'est qu'on a une réaugmentation du nombre de créations et de reprises. Moi, je mets dans le volet, je mets les reprises dans le volet création quand même. Pour nous, dans le mouvement, c'est que quand nous-mêmes, ici, là, on a été en quelque sorte une reprise. On fête là, donc on fera un autre débat une autre fois, et puis on fera une fête, on vous invitera tous. Là, on fête dans 15 jours la reprise, les 20 ans de la reprise. Hein, on a repris il y a exactement 20 ans, le 15 mars 95, et ça a marché. Après, je ne sais pas l'avenir, hein. Mais jusque là, ça a marché, et ça va plutôt bien. Hein, ça va plutôt bien, et c'était une particularité. Je dirais juste un mot là-dessus, c'était pas prévu, mais je dirais juste un mot parce que j'y ai pensé ce matin, c'était les 20 ans, j'y avais pas pensé. Bon. Comment dire, c'est une reprise qui est à la fois une transformation, pour ce qu'on appelle dans notre jargon interne du BAL, c'était une association qui à la fois se retrouvait en dépôt de bilan et à la fois ne voulait plus fonctionner, ou ne pouvait plus fonctionner en association compte tenu de l'activité, compte tenu des investissements nécessaires et à l'informatisation du secteur dans lequel on est. Donc il fallait à la fois se transformer en société et à la fois garder l'esprit associatif. Qu'est-ce que ça donne? Ça s'appelle Scope. Voilà.
À l'époque, il n'y avait pas SIC. Si c'était à refaire, on ferait SIC. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais on en posera un peu quand même. Non, non. Hein. Mais si on avait le choix, si on avait eu le choix, on se serait non pas simplement transformé en scope, mais en SIC, compte tenu de notre activité. C'est pas une religion. Hein. On est dans une activité d'intérêt général, avec des partenariats particuliers avec la région, l'État et les collectivités locales. Et la profession. C'était évident, on a des liens privilégiés avec l'ensemble des organisations, des branches avec lesquelles nous travaillons, patronales et syndicales, donc ce qui fait que c'était évident qu'on est au cœur de certaines formes de partenariat. C'était évident qu'on aurait fait le SIC. Bon, voilà, donc ça n'a pas été simple tout ça, et je me retrouvais dans ce que disait Olivier tout à l'heure, dans des difficultés qu'à la fois générer l'équipe, qui reste pas, de rétablir un projet qui existait tant bien que mal, pas si mal que ça, mais il fallait le repenser, quoi. Et puis il fallait trouver l'argent, parce que le problème principal était là quand même. Faut pas. Bon, donc ça, je refais pas cette histoire-là. Je fais juste un truc, c'est que même quand on est en scope, le problème auquel je suis confronté, alors je suis le responsable élu, quoi, le PDG dans le jargon. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est parce que j'y pense beaucoup, c'est jamais gagné. Aujourd'hui, on est confronté à la transmission. C'est-à-dire que la première génération des repreneurs de 95 part à la retraite cette année. Il y en a 4 qui partent sur 30 permanents. 4, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. Donc, et ça va jusqu'à mon départ, qui est dans 6-7 ans à peu près. Donc, et ça va partir par petits bouts. Ça veut dire qu'il faut être prêt à trouver une génération qui va reprendre. Et qu'on s'est aperçu il y a 4-5 ans, donc il y a 4-5 ans, donc il n'y a pas très longtemps, que la génération des trentenaires et des quadras, globalement, on trouvait ça super sympa de bosser dans une scope, c'était super chouette, mais reprendre la responsabilité dans la boîte, quoi. Soit ils n'en avaient rien à faire, soit c'était pas leur problème. De toute façon, on leur posait pas le problème. On leur posait pas. Et là, aujourd'hui, ça se pose. Et on a mis 5 ans, pour prendre un exemple très concret, pour qu'une personne de moins de 40 ans intègre le conseil d'administration. Les autres, les plus jeunes qui restent, qui sont au conseil d'administration, ils ont 40 ans passés. Ça s'échelonne entre 40 et 60 ans. Et là, il y a une personne qui est rentrée, il a fallu, pour la convaincre de rentrer au CA, de rentrer au comité de pilotage, il a fallu 4 ans de discussion, de formation, mais surtout de discussion, de conviction, parce qu'une fois que les gens veulent, ont envie, il y a toutes les formations, et c'est une femme, en plus. Bah oui, mais sauf que plein de contradictions il y allait, c'est-à-dire cette jeune femme, cette jeune femme qui vient d'entrer au CA, qui est rentrée au comité de pilotage, sur la direction exécutive, l'année dernière, un de ses soucis, pour vous dire très concrètement ce qui se passe, hein. Et donc le problème de la transmission, il existe après à la théorie des scopes. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est l'actualité. C'est-à-dire qu'on a ce problème-là concrètement. Et ben, cette jeune femme, elle était embêtée parce qu'elle se disait, si déjà il y a 2 ans, elle se serait dit, je serais bien rentrée au conseil d'administration. Et puis elle disait, mais oui, mais dans l'organigramme de l'entreprise, on n'est pas dans la scope, hein, pour faire le truc un peu à l'ancienne, l'entreprise et la coopérative, la société coopérative, et ben, sa responsable hiérarchique immédiate n'était pas au conseil d'administration. Donc elle disait, comment je vais faire en étant au conseil d'administration, donc la haute instance de la coopérative, et en fait ma chef, quoi, pour parler au quotidien, elle n'y est pas. Même elle y a été, et puis elle n'a pas été réélue il y a 4 ans. Donc gros malaise, hein. Donc voilà. Donc la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est toujours comment on survit, comment on se développe, etc. Mais le problème principal, trouver l'argent, etc. Moi je me prends la tête en permanence, hein, mais on arrive à trouver des sous, on arrive à se débrouiller, on se déploie, tout ce qu'on veut. Bon, quand on dit, et puis on se raconte des histoires d'humains d'abord, tout ça, enfin on se raconte des histoires, c'est nos convictions, c'est le plus dur, quoi. C'est le plus dur, parce que tout tient là-dessus, quoi. Tout tient là-dessus, y compris, on trouve l'argent plus facilement pour acheter, on a besoin d'investir, hein, nous, comme vous, hein, c'est-à-dire d'avoir des matériels de l'année, quoi. On ne peut pas avoir des matériels qui a 10 ans, c'est y compris en termes d'image. Que tu fais de la formation. Et donc il faut qu'on anticipe, donc on a besoin d'investir. Et ça, on trouve l'argent pour investir, pour trouver des personnes. Donc voilà. Alors tout ça, c'était pour dire que
moi je pensais qu'on serait tranquille une fois qu'on passerait en scope. En fait, ce que disait Olivier tout à l'heure, la vraie vie a commencé à partir du moment où la reprise était faite. Parce qu'en plus, on n'était plus dans l'éclat, le délire, ça va être formidable, etc. Les problèmes commençaient. Bon, alors aujourd'hui, il y a un mouvement de fond, ça c'est clair. Pour répondre plus précisément à ce que disait Jean-Philippe, il y a un mouvement de fond. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un mouvement de fond dans la sphère industrielle et des services, ce qui est un peu nouveau, parce que dans le secteur tertiaire et de tout ce qui est consultant, etc., ces 20 dernières années, on a eu quand même pas mal de créations de toutes petites structures, de 2 à 5 personnes, et ça a crédibilisé le mouvement. Moi, je le regrette pas du tout, hein. Il y a des agences de communication, il y a toute une série de structures qui sont créées ces dernières années. Mais ce qui est franchement tout à fait nouveau et qui date des 5 dernières années, même s'il y a eu des expériences avant, hein, c'est que le secteur industriel de grosses PME se sont transformés en scope. C'est vrai qu'il y a eu le mouvement emblématique des Fralib et des Pilpa, mais il y en a eu d'autres, la 7, etc. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu Hélio Corbeil quand même, qui est quand même très symbolique en région Île-de-France, hein, même si c'est pas simple. Hein. Donc ça, c'est un mouvement de fond. Il est très clair, c'est un mouvement de fond. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans ce cadre industriel, l'exemple des Fralib est marquant là-dessus, hein, c'est-à-dire que quand les Fralib se retrouvent en difficulté, il n'était pas question pour eux de reprendre en scope, c'est-à-dire y compris parmi les responsables et dans les gens qui animaient l'idée de sauver la structure, de sauver le site, de sauver la production, qui était assez bien vue déjà, c'était déjà perçu comme le télééléphant, c'était connu comme une marque de qualité, etc. Hein, bon. Même s'il y avait la sous-marque Lipton qui fait moins chic quand même dans le paysage, c'est pas le débat d'aujourd'hui, on va dire, mais eh bien, ils ne se posaient pas la question parce que ce n'était pas dans leur culture. C'est-à-dire qu'il a fallu deux ingrédients pour qu'ils se posent la question de la reprise en scope. Le premier ingrédient, c'est qu'il n'y avait pas de repreneur, il n'y avait personne pour reprendre. Et le deuxième ingrédient, c'est que c'est l'an 01. Le deuxième ingrédient, c'est qu'on ne travaille pas, donc on réfléchit. Donc il y a eu une maturation, ils ont continué à avoir des activités, à se réunir, etc. Mais comme ce n'était pas dans leur culture, c'était même pas imaginable au début. Alors c'est venu assez vite, c'est venu au bout de 6 mois à peu près. Donc on prend la lutte qui maintenant elle a 5 ans, hein, je pense à peu près, quoi. C'est pas grand chose, hein, mais et ensuite c'est venu assez naturellement, sauf qu'il aura fallu effectivement pour les uns 3 ans, pour les autres 2 ans quasiment pour que le projet aboutisse. Alors je pense que ce qu'il y a eu comme changement quand même assez notable, c'est que les organisations syndicales s'intéressent à la chose. Ça, moi je trouve que c'est nouveau pour la nouvelle génération, parce que par exemple dans les très grosses coopératives, il y avait un lien avec le mouvement syndical, je pense notamment à Chèque Déjeuner. Ça a été fondateur, c'est-à-dire que Georges Reynaud, le fondateur de Chèque Déjeuner, qui est maintenant quand même une assez grosse entreprise, hein, vous savez, c'était un syndicaliste qui a voulu en même temps créer un service, c'est pas un service le Chèque Déjeuner, hein, mais un service d'intérêt général pour les salariés, et en même temps le faire d'une manière particulière. Donc il y avait un lien, et il y a toujours une très forte présence de responsables syndicaux. Alors c'est très institutionnel de mon point de vue, parce qu'au CA de Chèque Déjeuner, il y a des représentants de FO, enfin toutes les organisations syndicales, mais c'est un peu formel. Hein, c'est comme il y a le représentant de la mairie, du conseil général, etc. Il y a le représentant bon, c'est un peu formel, mais quand même c'est assez lié. N'empêche que la première fois qu'on a vu la CGT au plan national représentée dans un congrès des SCOP, c'était au congrès de Lyon, quoi, il y a combien de temps? Il y a moins de 10 ans, je dirais. Donc il s'est passé un siècle à peu près, où il y a eu une intervention à la tribune. C'était au congrès de Lyon. Non, tu penses que c'était plutôt que ça?
Écoute, ça a été salué quand la première fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. 80. Ouais, mais c'est trouve que ça. Oui, mais on n'était pas, on n'était pas confédérés. Mais ça n'était pas salué comme la conf qui arrivait. Hein. Non, mais ça n'a pas été salué par le mouvement. Enfin, rappelons-nous Ouais, de l'IP quand même. Ouais, moi je. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas. Moi, je me souviens de ce congrès qui doit être daté des années 90 à peu près, 95. Celui dont je parle, hein, il y en a peut-être eu avant. Comment 2000. Et c'est 2000, Lyon, ouais. Oui, c'est un congrès qui a été difficile, ouais. Et où là, effectivement, ça a été salué par le mouvement. Alors peut-être qu'on se trompait, peut-être que la direction du mouvement se trompait en saluant à ce moment-là, n'empêche que ça a été un événement pour le mouvement. Voilà. C'était sans doute passé des choses avant, y compris au XIXe siècle, hein, c'est pas le problème. Mais là, ça a été salué parce que, y compris, il y avait des gens se regardaient de manière pas simple. Et ça a été des choses qui se sont nouées de manière assez durable. Et sur la lutte des Fralib et des Pilpas, c'est pas un hasard, c'est que la Fédération de l'agroalimentaire, la conf, ne s'est pas occupée de l'affaire, mais la Fédération de l'agroalimentaire, la FNAF, s'est mouillée dans l'histoire. Assez clairement, quoi. Hein. C'est impliqué dans l'histoire. C'est surtout impliqué avec ses propres outils, hein, qui étaient notamment, c'est eux qui ont fait en sorte qu'il y ait une expertise sur la fiabilité de l'entreprise. Sinon, les gens sur place n'auraient pas eu les capacités de le faire. Et c'est pas le mouvement coopératif, auquel je suis très attaché, qui a fait le boulot à ce moment-là. Le mouvement coopératif, il est arrivé après. Bon, il faut être honnête, hein. Il est arrivé après, et l'UR, qui est l'UR PACA, est arrivé dans l'histoire après, avec un peu la même démarche. Bon, ça, c'est un truc que je vis en permanence, hein, puisqu'on nous appelle souvent les coopérateurs, des gens qui veulent monter des scopes, et on nous appelle avant d'appeler le mouvement. Et puis nous, on renvoie sur le mouvement. Mais souvent, ils se font la première étape. Alors, je sais pas s'il faut peut-être le travailler en termes de com', hein, mais grosso modo, quelqu'un qui veut faire une reprise ou créer une scope, il commence. Ça nous est arrivé un petit peu, nous, mais ça a été très vite. Le mouvement difficile. Tu commences par te faire jeter. C'est-à-dire que la première expérience qu'on vit quand on veut reprendre en scope et qu'on appelle une union régionale, c'est qu'on se fait jeter. Et Sylvie nous l'avait bien expliqué à l'époque, Sylvie Nourry dont on parlait tout à l'heure, nous l'avait bien expliqué à l'époque, c'est qu'il y a quand même 9 cas sur 10 au téléphone, hein, je parle des gens qui appellent, hein, une UR, où c'est déjà foutu. C'est-à-dire où c'est déjà, la boîte est déjà en train de couler, etc. Donc ils pensent que, grosso modo, ils commencent par dire c'est pas possible, ça va pas marcher, mais tout ça. Bon. Et si tu t'accroches, tu passes le cap suivant. Alors, je ne sais pas si les statistiques sont les mêmes aujourd'hui. Hein. Sylvie nous disait c'est 2 fois sur 10, c'est déjà tellement mal parti dans le truc que c'est pratiquement pas jouable. Après, le soutien du mouvement était extrêmement important. Alors, on a quand même eu des choses qui se sont passées ces derniers temps. C'est-à-dire que dans ce mouvement de fond, il y a quand même eu, même si... on a connu quelques déceptions, mais on en parlera après des déceptions. Je ne suis pas là pour parler de déceptions, je veux dire formidable, tout ça. On a quand même connu une loi l'année dernière qui a donné de la visibilité à notre sphère globalement, avec des frustrations, des difficultés. Bon, je les ai exprimées, donc je ne vais pas le mentir. Mais pas que. Surtout dans le cadre de la reprise. Mais surtout dans le cadre de la reprise, on espérait quelque chose d'un peu plus musclé, d'un peu plus fort, etc. Il n'empêche que ça fait partie d'une dynamique générale. Le fait qu'il y ait une loi, que ça en parle, bien sûr, ça aurait pu être mieux, etc., ça fait partie quand même d'une dynamique générale. Voilà. Je vais justement reprendre tourner vers Sylvie, justement là-dessus, parce qu'il y a un fait, il y a eu la loi sur l'économie sociale, avec le droit d'information préalable, et devant permettre aux salariés de reprendre les entreprises. En fait, quand on regarde de près, moi je ne suis pas juriste, mais le décret, il dit on prévient les salariés lorsque déjà la promesse de vente est faite. C'est-à-dire on les informe qu'on a vendu. On ne les informe pas qu'on pense qu'on va vendre, on les informe qu'il y a déjà une promesse de vente. Ça, plus cette mission, sachant que le rédacteur de la mission est un éminent membre du cabinet de la ministre, Delga, et si vous allez regarder, il a le profil de Macron. C'est un ancien financier, etc., etc. On est allé regarder. Hein. Donc déjà, ça ne rend pas optimiste sur le chemin qui se prend. Ce qui rend plus optimiste, et là je rejoins
François, bien sûr, c'est qu'il y a un mouvement en profondeur. Ça ne veut pas dire que ça va monter à toute allure, mais il y a un mouvement en profondeur. Alors, qu'est-ce qui peut permettre, moi je pense qu'il faut répondre à cette question, qu'est-ce qui peut favoriser ce mouvement? Qu'est-ce qui peut permettre qu'effectivement des entreprises passent en coopérative, sachant que l'appropriation sociale par les salariés, alors il y a les services publics, hein, on ne les oublie pas, dans lesquels d'ailleurs il devrait y avoir une démocratie qui allie salariés, usagers, élus, hein, parce que s'il n'y a pas ça, on voit ce que ça donne, les nationalisations. Bon, alors il y a ça, mais en même temps, comment faire pour faire avancer ce mouvement d'appropriation qui transforme les entreprises en véritables entreprises, avec des parties prenantes. Aujourd'hui, on n'a pas d'entreprise en France. On a des sociétés financières. Et il y a une grosse différence. Alors, qu'est-ce qui peut permettre? Moi, j'ai été très intéressée par l'analyse, l'idée, un projet, une équipe, un financement. Sur le projet, moi, je reviens à Fralib et à Pilpa. 5 ans. 5 ans, on perd tous ses clients, on perd tous ses fournisseurs, c'est foutu, c'est un mouvement, c'est terrible. Pourquoi les Fralib, ils vont peut-être réussir? Parce qu'ils n'y sont pas encore. Hein. On n'arrête pas de dire, ça y est, la SCOP, ça y est, oui, mais attends, les locaux, l'argent, tout ça. Bon, je pense qu'ils ont été pas très bien conseillés, et je pense que les bureaux d'études qui font les expertises envoient systématiquement les gens sur le juridique et non pas sur le projet. Les Pilpa, je peux en parler, parce que les Pilpa, j'ai fait partie de ceux qui leur ont proposé de devenir une SCOP. C'est-à-dire que là, c'est pas les Pilpa n'ont pas téléphoné ou à une SCOP, les Pilpa ont rencontré la Fédération du Parti communiste de l'Aude, qui a interrogé les économistes et qui s'est retourné vers moi en disant les économistes nous proposent une table ronde et un moratoire, on a l'impression que ça ne suffira pas, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit on va étudier leur projet, leur situation, puis on va regarder. On a regardé, on les a rencontrés à la fête de l'humanité, on leur a dit il y a une chose à faire, avoir un projet, votre projet. Et si vous allez au tribunal sans votre projet, c'est foutu. D'accord? Voilà. Et je pense qu'ils ont été bien plus vite que les Fralib et que même si aujourd'hui ils ont des problèmes puisque les locaux sont surdimensionnés et qu'il faudrait vraiment qu'ils s'en sortent, quoi, c'est quand même plus solide parce qu'ils ont eu un vrai projet. Et un projet, je dirais, politique, c'est-à-dire avec les aspects écologiques, les aspects de circuit court, tout ce qu'il faut pour qu'une SCOP dans l'alimentaire soit bien positionnée. Donc il faut un projet, et moi j'adjure ceux qui ont des relations avec les bureaux d'études, plus ou moins liés au syndicat d'ailleurs, de dire, faites-leur faire des projets. Il y a Docel en ce moment, mais c'est atroce, c'est affreux. Ils sont complètement laissés, c'est vraiment... Alors qu'ils ont une usine magnifique, papeterie, c'est le même groupe que la Chapelle d'Arblay. Hein. Une papeterie, une fabrique de papier, Velin, de luxe, superbe, avec des clients, avec tout ce qu'il faut. Les Finlandais ont décidé de s'en aller et veulent pas leur... Ils avaient dit, on vous vend pour 1 euro, ils se sont engagés, puis maintenant ils se tirent en disant, si vous la voulez, c'est 20 millions. Donc, il faut vraiment aider à ce qu'il y ait un projet d'abord et vite trouver les moyens. Après, sur les aspects financement. Là, j'ai ouvert mon truc, là, parce que je ne sais pas si vous avez regardé Cash Investigation parce que c'est vraiment, bon, du fric, il faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas. Hein. C'est dégueulasse, quoi. Bon. Mais moi, j'ai fait une étude avec AP2E, on a fait une étude, c'est là, les dépôts, les encours de dépôt et les encours de crédit dans les banques. Les documents sont disponibles à la Banque de France pour les départements et les régions. Le Parti socialiste avait déposé un projet de loi pour demander à ce que ce soit au niveau cantonal. Puis ils l'ont abandonné, leur projet. Maintenant qu'ils ont la majorité, ils l'ont pas mis en... Voilà, comme ça. Et alors, quand on analyse, nous on a fait l'analyse de 2007 à 2014. Et quand on regarde, les encours de dépôts bancaires ont augmenté de 43%, mais essentiellement de l'épargne. Hein. Les gens, ils épargnent. Et les encours de crédit n'ont augmenté que de 24%.
Donc, et quand on regarde, les encours de crédit sont essentiellement sur l'habitat, pratiquement pas sur les crédits d'équipement. C'est-à-dire que quand une boîte va à sa banque locale, fût-elle coopérative, crédit agricole, crédit mutuel, bon, le crédit coopératif est à part, hein, mais il n'a pas non plus les mêmes dimensions que les autres. C'est niette, c'est niette. Ils refusent de prendre le risque, alors que c'est leur métier, puis qu'ils ne prennent pas tant de risques que ça. Donc, c'est la première chose, c'est de se battre, et on peut se battre au niveau national. Bon, alors il y a une campagne HSBC, mais moi je pense qu'il faut concrétiser encore plus. Il faut se battre pour que dans les agences locales, on prête aux repreneurs, aux salariés repreneurs. Et puis après, on a fait une proposition dans le projet de loi qu'on avait déposé, qu'on avait donné aux députés, ils ne l'ont pas déposé pour l'instant. Hein, c'était l'idée qu'il y a une épargne salariale qui est plus ou moins retirée de la main des salariés, mais il y a quand même un comité intersyndical de gestion de cette épargne salariale, c'est 100 milliards. Et bien ces 100 milliards, on dit, un fonds de 10%, c'est 10 milliards, ça suffit largement pour répondre à tous les besoins des entreprises sous forme de prêts à taux zéro. Et on sait que les SCOP sont capables généralement de rembourser en 3-4 ans, étant donné qu'il n'y a pas les actionnaires qui pompent. Donc on a tout ce qu'il faut pour réussir. Alors maintenant, ça dépend effectivement du mouvement syndical et de son appropriation de cette affaire, du mouvement politique qui peut être le passeur d'informations, de formations, etc. Je trouve que le mouvement des SCOP est un peu faiblard, enfin pas au niveau des SCOP de base, hein, mais moi je dis que la Confédération des SCOP, elle pourrait faire nettement mieux. Ouais, mais elle pourrait faire nettement mieux. Lui, il fait sur les SIC, il va en parler. Ouais, mais bon, c'est pas pour rien qu'ils ont supprimé le Conseil national des SCOP, je pense, qui était l'organisme politique qui aurait pu. Donc, voilà ce que je voulais dire. Moi, il me semble que... Alors, après, je crois avoir répondu à ta question sur l'intérêt politique, économique, social, écologique de passer, de faire monter les entreprises en SCOP et en SIC. Parce que la SIC, pour moi, c'est vraiment le modèle d'entreprise qui peut être démocratique. Je dis qui peut, hein, parce que j'en connais aussi où il y a eu appropriation. Donc la démocratie, c'est une bataille constante. Je voudrais juste finir sur un fait anecdotique, mais qui est quand même une anecdote intéressante. J'ai eu la chance d'aller 2-3 fois au Venezuela pour faire des missions. Et j'ai rencontré une coopérative, alors pas une coopérative d'État comme les Chavez les a montées, une coopérative qui date de 1945, dans laquelle, alors c'est une coopérative paysan-consommateur, et c'est le 2e ou 3e groupe de distribution alimentaire, agroalimentaire du Venezuela. Hein, c'est pas rien. Et chacun est polyvalent. Tout le monde sait tout faire. Hein. La caisse, la compta, la manutention, ils savent polyvalence. Leur thème, c'est c'est pas que j'apprends à pêcher aux autres, hein, c'est pas que je leur donne un poisson, c'est ça évidemment. C'est pas que j'apprends à pêcher aux autres, c'est qu'on pêche ensemble. Voilà, on pêche ensemble. Et depuis 1945, ils existent. Alors on leur a posé la question, mais comment vous expliquez cette pérennité? Alors ils étaient 2-3 là, plus ou moins dirigeants, parce qu'il y a des sages, quoi, hein, des vieux sages qui ont créé le truc. Et puis ils nous disent, dans notre activité, dans l'activité des sociétaires salariés de la coopérative, la moitié du temps de travail est consacrée à la discussion. La moitié du temps de travail. Voilà, ça c'est de la démocratie, effectivement. C'est pas de la perte de temps. Et je pense que la SIC, c'est un endroit où on peut avoir, je ne dis pas forcément la moitié du temps de travail, mais on voit qu'il n'y a pas que la formation qui compte, il y a aussi la démocratie.